Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Conférence de presse tenue ce matin à Mamoudzou, plus précisément à Ngombani, pour présenter les assises de la propreté urbaine qui se tiendront du 23 au 25 octobre, la semaine prochaine, donc à l'initiative de la mairie de Mamoudzou. Un point de presse tenu en présence des différents services de la commune. On écoute Anafi Ben Mohamed, chargé de la propreté urbaine à Mamoudzou, au micro de Génial Atoumani. Malgré toutes les actions que nous menons au quotidien sur le terrain, nous nous trouvons avec toujours des difficultés et on ne voit pas l'amélioration du travail qu'on fait au quotidien. En quoi est-ce que ces assises vont changer ou en quoi vous espérez que cela va changer le comportement des gens ? C'est-à-dire on aura à travers ces assises vraiment, c'est-à-dire on va se questionner, la population aura l'opportunité de dire ce qu'ils voient, ce qu'ils souhaitent qu'on mette en place et pourquoi pas nous donner des idées bien sûr et on est tout preneur sur toute idée qui peut avancer la commune. La crise politique aux Comores, le face-à-face entre l'armée comorienne et l'insurrection dans la ville de Moutsamoudou continue à terroriser la population. L'on dénombre plusieurs victimes. Cela fait 4 jours. Une situation qui ne rassure pas le département de Mayotte. Pour cela, l'État annonce la mise en place d'un dispositif spécial de sécurité sur l'ensemble du territoire. Le reportage de Gervais Litcheux et d'Adi Rabdou. C'est un symbole fort. L'inauguration de la brigade territoriale autonome de Koungou traduit le renforcement de la présence de la République à Mayotte. Cette tenue de l'engagement de l'État envers les Mahorais coïncide avec la montée de l'inquiétude sur l'île suite à l'éclatement de la crise aux Comores. Une crise particulièrement suivie par les autorités françaises. Elle démontre les informations du gouvernement comorien faisant état du départ des embarcations chargées d'hommes armés de Mayotte en direction d'Anjouan. Il n'y a pas de trafic d'armes entre Mayotte et les Comores. Ici, il n'y a jamais eu, on ne trouve pas de Kalachnikov à Mayotte, il n'y a jamais eu ce type de trafic identifié. Je tiens à ce que ce soit dit clairement. Après, vous savez, tout peut se dire, tout peut se commenter. Il faut être très vigilant sur ce qui est dit, parce que cela peut avoir des effets de déstabilisation sur notre propre territoire. Donc il n'y a pas de passage de personnes armées de Mayotte vers les Comores. L'État annonce la mise en place d'un dispositif spécial pour prévenir les effets néfastes de la crise comorienne actuelle sur Mayotte. La brigade territoriale autonome de Koungou et toutes les autres unités de la gendarmerie sont en charge de ce dispositif. Nous avons déployé, sur la demande de l'autorité administrative, un dispositif terrestre et maritime qui, à l'heure où on parle, voit des embarcations patrouiller sur le secteur qui pourrait être concerné, donc sur les façades nord-est et nord-ouest du département, autant que sur les axes de ce secteur, pour faire face immédiatement, donc sur les approches maritimes du département, à toute tentative d'accostage par des gens qui arriveraient d'Anjouan. Lors d'une conférence de presse tenue un peu plus tôt à Mamoudzou, Mansour Kamardine a proposé l'interdiction de la circulation entre Anjouan et Mayotte. Il met en garde contre les risques de déstabilisation du 101e département français. D'Anjouan vers Mayotte, tout est possible, tout est transportable. Les hommes et les femmes, bien évidemment, des ébus, des animaux, mais aussi des armes, des médicaments. Il y a des trafics en tout genre qui s'effectuent à la barbe de l'État français et c'est ça ce qui est choquant. Donc oui, Mayotte est menacée. Je crois que nos services de renseignement le savent, qu'il y a des armes qui circulent ici qui sont en provenance d'Anjouan. Le parlementaire mahorais redoute une aggravation de la crise aux Comores. Pour lui, si les affrontements sanglants entre militaires et manifestants à Anjouan se poursuivent longtemps, c'est toute la région qui pourra s'embraser. À propos de la situation en juin, selon nos informations, un jeune de 19 ans blessé par balle a été déposé sur une plage de Dapani, ici en Petite-Terre, vers 6h20 ce matin. Il a été pris en charge par les gendarmes, la police municipale et les pompiers qui lui ont prodigué les premiers soins avant d'être admis à l'hôpital. Son pronostic vital ne serait pas engagé.
Le remaniement ministériel en début de semaine a confirmé Annick Girardin au ministère des Outre-mer dès sa nomination le 17 mai 2017, qu'il a donc propulsé dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Annick Girardin a dû faire face à des urgences. En voici les temps forts avec Guillaume Desman. Un peu plus de 3 mois après sa nomination, Annick Girardin est confrontée à sa première gestion de crise à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan dévastateur Irma. 11 morts, plus de 25 000 sinistrés et des dégâts considérables estimés à près de 2 milliards d'euros. Manque d'eau, de nourriture, pillage, la ministre est sur le front pour tenter de calmer les inquiétudes des sinistrés. Un an plus tard, malgré les 500 millions d'euros mis sur la table par l'État pour aider les entreprises, les collectivités et les habitants, Saint-Martin peine à se reconstruire. Une situation dont s'est agacé dernièrement Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec les habitants de l'île. En Guadeloupe, c'est une autre catastrophe naturelle que doit gérer la ministre. Face aux algues sargasses qui polluent régulièrement les rivages, Annick Girardin et Nicolas Hulot annoncent en juin dernier la mise en place d'un plan de lutte de 10 millions d'euros sur 2 ans, auquel s'ajoutent 3 millions supplémentaires débloqués en urgence. En mars dernier, Annick Girardin est confrontée à la gestion d'une longue grève à Mayotte. Les habitants protestent contre l'immigration clandestine et la délinquance. Le mouvement se traduit par une paralysie du territoire pendant plusieurs semaines sous haute tension. Après l'annonce d'un renforcement des mesures de sécurité contestées par les manifestants, la ministre retourne sur place en mai dernier pour y présenter un plan de rattrapage et de développement pour le département dans lequel l'État s'engage à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Ce dispositif exceptionnel doit permettre d'apporter des réponses immédiates et à moyen terme à la crise profonde que subit le territoire. Mouvement social en Guyane également, plus d'un an après l'annonce d'un plan d'urgence dans lequel sécurité, justice, éducation et routes sont au cœur des décisions. En septembre dernier, la ministre de la Justice Nicole Belloubet et Annick Girardin sont sur place pour faire un point d'étape. Un plan de plus d'1 milliard d'euros est engagé pour ce territoire d'outre-mer où la situation économique reste fragile. Le développement économique, cheval de bataille d'Annick Girardin à travers les assises des Outre-mer. Au total, 26 000 personnes ont participé à cette consultation de terrain lancée en octobre dernier. Objectif, faire remonter des projets concrets répondant à des besoins diagnostiqués territoire par territoire. Synthèse de ces assises, le livre bleu Outre-mer a été présenté en juin dernier à l'Élysée par la ministre pour qui ce projet engage le gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat. Dernièrement, Annick Girardin avait d'ailleurs fait part de sa volonté au chef de l'État de mener à bien ces assises jusqu'au bout. Dans le domaine de la santé, cette alerte urgente lancée par un haut cadre de la santé pour les hôpitaux de la Réunion, il manque actuellement de donneurs de sang. Henri-Claude Elma et Daniel Fontaine. Dans la salle, pas nécessaire d'être patient, l'attente n'est vraiment pas longue. Les donneuses et les donneurs sont rares en ce moment, tout juste une nouvelle et une autre régulière. Je donne des plaquettes une fois par mois, à peu près. Et on manque jamais? Non. À cause ça? Peut-être mon sang est bon. Peut-être, mais après c'est pour aider les malades aussi. Quoi qui fait ou donne de sang comme là? Puisque mon fils est hospitalisé et aujourd'hui, dans son traitement pour avancer, lui, il reçoit des dons de plaquettes, dons de sang, des poches des autres. Donc aujourd'hui, je fais ce geste-là. L'établissement français du sang a besoin par jour de 15 dons sur chacun de ces 2 sites, Saint-Denis et Saint-Pierre, sans compter les 80 obtenus lors des 2 collectes mobiles. Mais voilà, depuis septembre, la fréquentation des différents points a baissé de 30 à 50%. Souvent avant les vacances, on anticipe et nos messages jusqu'alors ont bien fonctionné. Là, on a l'impression qu'on ne nous a pas entendus ou que les donneurs peut-être sont plus atteints par cette fameuse grippe ou la dengue. Mais voilà, là, on a vraiment une inquiétude plus importante que les vacances précédentes. L'EFS, à La Réunion, possède un répertoire de 17 000 donneurs pour 30 000 dons nécessaires par an. L'idéal serait de pouvoir renforcer ce fichier. Le discours est clair et simple. On a besoin de sang et un accident est vite arrivé et il faut aider les autres, tout simplement. Simple comme un don. Pour un fonctionnement normal, l'EFS a besoin de 12 jours de stock. Le manque de donneurs menace cette sécurité. Et à propos de générosité, ce projet de loi qui va être déposé aujourd'hui, celui de former aux gestes qui peuvent sauver des vies, notamment sur les accidents cardiovasculaires. Alexandre Pérou, de France 2.
Eh bien, nous continuons avec cette nouvelle qui vous paraîtra un peu rigolote, mais les mesures sont bien envisagées par le gouvernement. L'instauration de la carte grise sur les vélos utilisés par chacun d'entre nous, but recherché, lutter contre le vol des deux roues. Juliette Perrault de France 2. Une carte grise comme celle des voitures, mais pour les vélos, c'est la mesure inscrite dans le nouveau projet de loi d'orientation des mobilités, selon ce site internet. Objectif, lutter contre les vols et faciliter l'identification des propriétaires. Selon le texte, à chaque vélo sera associé un identifiant exclusif enregistré sur un fichier national. Cet identifiant devra être apposé sur le cadre du vélo. Il n'y aura donc pas de plaque d'immatriculation. Les cyclistes, eux, posséderont un document appelé certificat de propriété, l'équivalent d'une carte grise, qu'ils devront présenter en cas d'infraction ou de contrôle des forces de l'ordre. Ce dispositif sera disponible 12 mois après la promulgation de la loi pour les vélos neufs et 24 mois après pour ceux d'occasion. Le texte sera présenté à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année. S'il est adopté, il devrait être mis en application en 2020. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 12-14 et nos confrères de Radio Mayotte, la première. Merci de votre fidélité. Passez un agréable après-midi.